Merci donc au CLR, je répète, mais pas tout quand même. Notre situation idéologique, géopolitique, réclame de notre part à la fois la plus grande détermination dans l'action et la plus grande clarté dans les mots que nous utilisons pour guider, orienter cette action, non pas vers le sensationnel, mais vers l'efficacité à long terme. Les républicains et les humanistes, regroupés dans un certain nombre d'associations qui défendent la tradition républicaine, l'Union rationaliste, la LICRA, et donc aussi, etc., et donc aussi le CLR, toutes ces associations travaillent ensemble et sont de plus en plus conscientes, ces associations, de leur responsabilité historique. Nous vivons une période qui se caractérise, dirait Péguy, par une régression orléaniste. J'explique, c'est très simple. L'orléanisme est le processus par lequel le peuple tue le peuple, comme la famille d'Orléans a tué la famille légitimiste. C'est-à-dire que quand vous faites un coup de force, quand vous prenez le pouvoir, vous organisez l'amnésie sur les conditions de votre forfait. C'est classique, hein, vous voulez aucune trace, quoi. Et le but du « en même temps » macronien est destiné à contenter tout le monde en même temps, surtout quand ils sont de bords différents. Ce qui fait que nous vivons dans des temps d'orléanisation des esprits. L'orléanisation des esprits se caractérise, c'est tout simple, par le fait d'organiser l'amnésie de l'héritage politique, mais aussi de la culture humaniste dont nous sommes les héritiers. Manque de chance, cette culture humaniste ne vaut que par la qualité de sa transmission, puisque être un humaniste, c'est transmettre l'héritage humaniste. Vous voyez ? Or ça, les orléanistes, ils n'aiment pas. Le slogan des orléanistes, c'est « enrichissez-vous par le travail et l'épargne ». Hein, le travail des autres en général. Hein, et l'épargne des autres qu'on fait fructifier. Ça, c'était le petit quart d'heure, disons, d'actualité. En revanche, revenons plus précisément à cette question des faits religieux, si vous le voulez bien. Je le disais à mon collègue et ami Sébastien, j'ai plutôt tendance, au fil des années, à remplacer la question, le mot fait religieux par l'appellation question religieuse. Ce sont nos amis didacticiens de l'histoire qui m'ont éclairé. Quand on aborde un domaine où on sait qu'on va y voir encore moins clair à la fin qu'au début, on dit c'est une question. Nos amis 19e parlent de question d'Orient. Ils parlent de questions romaines. Vous savez, les relations entre le Vatican et le Second Empire, etc. Donc, j'ai plutôt tendance à parler de questions religieuses. Et pourquoi question? Parce que je pense que maintenant, nous nous débarrassons d'une illusion. Hein, quand on est bon, on ne peut pas être bon partout. Une illusion de la Troisième République, on appellera volontiers illusion scientiste ou illusion positiviste, qui consiste à croire que les religions, qui sont assimilées, à mon avis, indûment avec les superstitions, finiront bien par disparaître d'elles-mêmes devant le soleil levant et les rayons de la science. Je suis tout à fait pour cela. Simplement, ça ne marche pas comme ça ne s'est pas passé comme ça. On a oublié que si la religion est l'opium du peuple, l'opium, bien sûr, ça nous fait rêver, mais c'est aussi un anesthésiant. C'est destiné à supporter un certain nombre de souffrances en leur donnant du sens, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Donc, on n'a pas liquidé les religions comme on croyait que le scientisme et le positivisme pouvaient le faire. On entretenait l'idée donc que les religions allaient disparaître, qu'on allait éteindre les lumières de la religion au profit des lumières. Je suis 18e Condorcet, avec ma collègue et amie Catherine Kinsler. On mange du Condorcet matin, midi et soir, mais simplement, un dernier petit bouquin qui vient de sortir là, très récemment d'Adrien Candiard, ce que vous connaissez sur l'islam, un titre, chez Collection Champ Flammarion, montre que pour que des jeunes puissent sacrifier leur vie, en passant évidemment celle des autres, pour une religion qui donne sens à leur univers qui manquait de repères, là ça prouve que quelque chose ne va pas. La conséquence est qu'il faut bien sûr enseigner les faits religieux, questions religieuses, mais en le faisant d'une manière laïque, et non pas en se servant des faits religieux, ou plutôt de la méconnaissance que nous avons des faits religieux, pour nous recaser du néocléricalisme au sein de l'école publique. Voilà mon idée, voilà mon intuition. Donc, ça ne s'est pas passé comme ça. Les superstitions, qui cependant, pendant des siècles, ont trompé les hommes, les peuples, eh bien, sont revenus par la fenêtre. Et effectivement,
un certain nombre d'esprits laïcs, républicains, ont baissé la garde. Et je pense que c'est grave et que nous devons maintenant penser ce qui nous arrive. On mettait tous les torts du côté de l'Église catholique, en en finissant avec l'Église catholique, on en finirait avec les superstitions. Ça ne marche pas comme ça. Dans l'offre religieuse, un certain nombre de religions ont pris le relais, et vous le savez, ça a été le cas dans beaucoup de pays, notamment ex-colonisés, pour l'islam. Car les choses se sont compliquées, les religions ont eu la vie longue, et de nouvelles tyrannies idéologiques et politiques, sous couvert de religion, se sont manifestées avec des régressions obscurantistes, intégristes, violentes, notamment aujourd'hui avec l'islamisme, enfin l'islam, et les autres religions. Il y a des phénomènes de retour de l'intégrisme dans le protestantisme, dans le catholicisme. Écoutez, lisez à titre comme ça, en vous énervant pas, le bouquin de quelqu'un qui a été un ami, qui s'appelle Jean-Luc Marion, qui décrète que maintenant nous serions en train de vivre un moment catholique, que le catholicisme va venir au secours de la laïcité. Vous vous rendez compte où on va? Alors évidemment, quand on baisse la garde, pas étonnant qu'on reçoive des coups, surtout si, dans le même temps, on ne met pas de gants, mais qu'on se met sur un ring. Forcément, tu reçois des coups. Je pense que le moment républicain, le moment laïque, le moment humaniste, est plus porteur que le moment catholique. J'ai le plus grand respect, évidemment, pour le catholicisme en tant que foi, mais non pas en tant qu'oriflamme qui devient un drapeau, sinon une bannière. Regardez, si vous lisez l'Évangile, à chaque fois qu'on veut faire jouer au Christ le rôle d'un messie politique, il faut le camp. Il faut le camp. Je me trompe. Vous vous trompez. Depuis des années, le CLR est un lanceur d'alerte. Il lève les confusions, il multiplie les analyses, les communiqués, les colloques, par exemple celui d'aujourd'hui. C'est encore le cas avec ce très beau thème de « Faut-il enseigner les faits religieux ?» que j'agrafe, que je mets avec, que j'attache à la question de la genèse du fanatisme religieux. Tout cela n'est pas un propos d'universitaire un peu débridé, c'est ce vers quoi tend l'excellente conclusion d'un livre courageux de Bernard Ravet. Je me permets de lire 3 lignes en guise d'avertissement. Depuis 10 ans, dit notre collègue, le fanatisme frappe à la porte de dizaines d'établissements, dizaines, centaines. Le sociologue Sébastien va nous dire que ça n'est pas représentatif, il aura raison. Mais enfin, ça existe. Il cherche, ce fanatisme, à empiéter sur le territoire physique de la République, centimètre par centimètre, en imposant ses signes et ses normes dans l'espace scolaire, dans les cours de récréation, les cantines, les piscines. Il cherche aussi à envahir les salles de classe, contestation des cours, arrogance d'un certain nombre d'élèves dès qu'il s'agit d'une enseignante femme. Et il conclut par un appel à la mobilisation, ce qui se confirme encore ce soir par notre belle assemblée. On ne peut plus aujourd'hui, j'attends que M. Babacar, Amiens, Ami nous rejoignent. Oui. On ne peut plus aujourd'hui. Non mais il fait son sudoku, que j'appelle nord aux fesses, excusez-moi, moi j'essaie de ne pas être vulgaire. Il finit son nord aux fesses. Voilà, il est avec nous. On ne peut plus aujourd'hui construire un raisonnement valide sur l'état de l'école et de la société en faisant l'impasse sur le fait religieux. Voilà l'avertissement qui vient après un témoignage courageux dont le cœur du livre consiste à montrer que les salafistes ont, par le biais de l'assistance ou de le suivi des devoirs le soir pour les enfants, ont réussi à noyauter, sous couvert de subventions, d'être proches des élèves, ont noyauté complètement une partie de la population de confession musulmane, ou convertie. Peut-on connaître le titre? Oui, bien sûr. Mais on ne le voit pas d'ici. Oui. Principal de collège ou imam de la République, point d'interrogation, collection Quérault, je vous le ferai passer. Alors, ce qui est intéressant, je vais aller vite, c'est peut-être de faire quelques rappels généraux pour montrer pourquoi il a raison. Peut-être dire les questions religieuses plutôt que le fait religieux, c'est un débat. Pourquoi? Quelques rappels. Parce qu'aujourd'hui, cette urgence signalée par notre collègue est recouverte par 2 stratégies qui visent à les cacher. Ces stratégies, c'est premièrement le déni.
Le déni. Tout ce livre est consacré à l'analyse de la production de l'évitement, de l'esquive. Pas de problème. Un peu comme ce curieux personnage qui s'appelle Jean-Louis Bianco, qui est à la tête d'un observatoire qui n'observe pas, et qui décrète qu'il n'y a pas de problème de laïcité en France. On ne voit pas très bien pourquoi être à la tête d'un observatoire qui n'observe pas quelque chose qui ne pose aucune difficulté. Moi, j'appelle ça un pantin. Pourquoi dire qu'il n'y a pas de problème alors qu'il y en a? Et pourquoi ne pas observer quand il y a tant de choses à observer? Parce qu'il existe une sorte de stratégie du déni. Le déni, c'est l'âme de l'orléanisme. On pourra en reparler, mais je n'ai pas le temps là. Ce que Patrick Kessel et d'autres appellent l'islamo-gauchisme consiste à reprendre le schéma ô combien important historiquement du marxisme militant et à faire passer les populations immigrées exploitées, 1, par le pouvoir colonialiste, 2, par une politique de production des inégalités économiques et une politique non politique de la ville qui crée des ghettos et scolaires et sociaux, et de les faire passer pour des nouveaux prolétaires qui auraient de toute façon, quoi qu'ils fassent, raison. Juste que vous ayez compris ce qu'on a dit au tout début, c'est-à-dire faire passer les meurtriers pour des martyrs. Vous avez compris, tout est inversé. La deuxième, je vais vite, la deuxième stratégie pour éviter de penser le problème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'instrumentalisation de la lutte contre le fanatisme religieux pour autre chose que des visées éthiques, humanistes ou philosophiques. Ce sont des instrumentalisations telles que le développe le Front National afin de créer des réflexes d'identité de repli. Se trompant d'ailleurs complètement sur la tradition de l'islam qui est viscéralement contre l'islamisme. On pourra y revenir. C'est en ce sens qu'il faut lire les avertissements de Jean-Pierre Chevènement, de Gilles Kepel et de tous les textes, je vous y renvoie, de Patrick Kessel. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois ces deux stratégies d'évitement, le déni, l'instrumentalisation écartées, eh bien, on voit pourquoi ce collègue, Bernard Ravet, a raison. Simplement, on est un peu l'arme au pied, parce qu'on a longtemps confondu, et là c'est un rappel, la laïcité avec une lutte contre les religions, alors que la laïcité c'est une lutte contre le cléricalisme. Je vous renvoie ici au discours sur la liberté 1903 de Clémenceau, du grand Clémenceau, en disant « Je me suis débarrassé de l'État prêtre, c'est pas pour avoir une république prêtre. C'est pas pour... » Et je pense que dans l'Ouest, vous avez une tradition anarchiste, anarcho-syndicaliste, qui devrait un tout petit peu vous faire sentir l'importance de ce que je viens de dire. C'est tout cléricalisme qui est dangereux, pas que le cléricalisme religieux. Alors, en ce sens, nous devons être les continuateurs des Lumières qui nous affirment, là c'est un deuxième temps, après ces quelques rappels, des Lumières. Or, que nous disent les Lumières? Elles nous disent deux choses. Premièrement, si vous voulez lutter contre le fanatisme, faites-le non fanatiquement. Sinon, vous rentrez, comme dans le film qui s'appelle Seven, oui, où finalement, le meurtrier énerve tellement le policier que le policier finit par tuer le meurtrier. Et là, le meurtrier gagne 2 fois. Ce défi est donc le suivant. Comment lutter à long terme, non fanatiquement, contre le fanatisme? La solution, elle est toujours en amont. La solution républicaine, elle est toujours précoce, en amont, je ne sais pas, mais en amont, de prévention. La solution journalistique, sensationnaliste, c'est toujours rajouter du sel sur les plaies. Et vous avez ensuite les clowns de service qui font passer les meurtriers pour des martyrs. Je pense que bientôt, ces apprentis sorciers seront sous Tranxène. Dans leur mauvaise conscience, ça se développera. En tout cas, lutter non fanatiquement contre le fanatisme. Pourquoi? Parce que nous évitons de la sorte 2 défauts. La stigmatisation, on en a parlé, et la vengeance. On peut, en passant, saluer l'impassibilité, la patience de la communauté chrétienne qui ne s'est pas vengée après l'assassinat du prêtre dont le nom m'échappe. Et voilà. On ne va pas dire chapeau, mais là il y a quelque chose d'intéressant. Hein, et ce n'est pas en lisant M. Marion qu'on va garder cette patience-là. À cela s'ajoute, donc lutter non fanatiquement contre le fanatisme, une autre thèse
que les républicains, de toutes les républiques, ont rappelé dans le sillage de Condorcet. Je le dis très simplement, mais c'est autrement difficile à traduire dans la réalité pédagogique ou dans la réalité de la formation des maîtres. C'est tout simple à dire, autrement compliqué. Il est de l'intérêt de la vérité, de la justice et de la paix d'être recherché en même temps par le plus grand nombre possible d'esprits libres instruits. Ici, la quantité d'esprits libres travaillant sur la même finalité a des effets sur l'objet même dont on parle. Moi, je suis très content quand de plus en plus de personnes m'aiment. Je suis très mécontent quand de plus en plus de personnes me détestent. Voilà, livre 3, 4, 5, si vous voulez, vous faire un lot de l'éthique de Spinoza. Il est essentiel pour la République qu'on l'aime. Il est essentiel pour le CLR qu'on l'aime. C'est-à-dire qu'on milite dedans, on se mobilise. Ce défi à relever, plus cette thèse, porte non seulement la thèse républicaine, mais aussi l'école qui en est l'expression. Pourquoi? Parce que la thèse des Lumières, elle est toute simple. Un ignorant ne se sait pas ignorant. On ne se sait ignorant que quand on commence obligatoirement, mixtement, gratuitement, élémentairement à nous instruire. Voilà pourquoi l'école était obligatoire. Et pas cette espèce de plaisanterie de communauté éducative à géométrie variable dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Et ce qui fait qu'à force de multiplier le périscolaire, le ascolaire, le non scolaire finit par envahir le scolaire. Cherchez l'erreur. Pourquoi? Parce que le fanatique ne se sait pas fanatique. Et à un moment donné, comme il produit une confusion sur ses propres croyances, plus on s'oppose à lui, bonjour, plus on s'oppose à lui, plus il pense avoir raison, pour peu qu'il soit conforté par un sergent recruteur. Et il n'y a pas des sergents recruteurs que dans l'islam. Hein. Écoutez la définition de superstition et de religion, de fanatisme dans l'article Fanatisme de Jaucourt. L'ignorance et la barbarie introduisent la superstition. L'hypocrisie l'entretient de vaines cérémonies, le faux zèle la répand et l'intérêt la perpétue. Écoutez cette définition, c'est imparable. Le fanatisme, c'est la superstition en action. Or, on ne sait qu'une superstition est superstition qu'en affirmant la puissance émancipatrice des connaissances scientifiques, techniques et artistiques. Ça s'appelle l'instruction publique. Si on devait faire quelque chose contre le fanatisme religieux, c'est d'abord l'instruction rationnelle, scientifique, émancipatrice. Pourquoi? Parce que la raison est notre seule faculté autocritique. Comme dit Kant, grand ambassadeur des Lumières en Allemagne, la limite est la raison de la limitation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand je pose des limites, je sais pourquoi je pose des limites. Le propre même de la superstition fanatique, c'est qu'elle outrepasse les limites en ne le sachant pas. Voltaire en rajoute une couche, je le cite, « La superstition consiste à prendre des pratiques inutiles pour des pratiques nécessaires, car il est difficile de marquer les bornes de la superstition. » Voilà pourquoi dès qu'un élément vient contester le système idéologique superstitieux d'un élève persécuté, mais aussi embrigadé par des sergents recruteurs de tel ou tel lieu, comme l'évoque Bernard Ravet, à coup de petites plaquettes, leur monde s'écroule. Il faut donc que jamais ils ne laissent passer le moindre cours sur la Shoah, jamais le moindre cours sur l'origine non créationniste, hein, les collègues en sciences naturelles. Jamais il ne faut pas laisser s'énoncer le moindre énoncé scientifique. Eh bien, c'est pour cela que je pense qu'il faut tenir compte d'un récent rapport, j'avance, de l'inspection générale d'histoire-géographie, mais veux-je dire aussi de physique-chimie. Ils se sont mis à plusieurs pour dire attention. Dès l'école primaire, on a lâché le morceau, on a baissé la garde. Avec une prétendue culture du débat, toutes les opinions sont mises à plat, et finalement c'est le plus fort, le plus arrogant, et quelquefois c'est le plus petit, le plus violent, qui réussit à dominer sur les autres. Or, dans le débat rationnel, ou les controverses religieuses, où la raison prédomine, c'est pas le plus violent qui a raison, c'est le plus clair, c'est le plus compétent, c'est le plus expert, c'est celui qui argumente. Alors, le rôle de l'école, c'est donc de comprendre la genèse du fanatisme pour avertir l'esprit de chacun qu'il doit non pas se méfier de lui, mais se méfier
de lui quand il ne travaille plus. Quand on ne travaille plus mais qu'on parle de tout, ça s'appelle être un journaliste. Gravissime. Et les professeurs qui ne travaillent plus deviennent journalistes. Et ils deviennent les philosophes de service, confondant les concepts avec l'annonce des concepts. Non, un concept, ça se démonte et ça se remonte comme une horloge suisse d'une très grande précision. Mais évidemment, si on écoute quelqu'un pour continuer à ne pas travailler intellectuellement, ce n'est pas votre cas ici, ni le cas des deux amis qui sont à côté de moi. Mais ça vient très vite. Il suffit de brancher très longtemps un micro devant quelqu'un et de ne jamais écouter les questions qu'on nous pose. Alors, je conclus en disant que, évidemment, la question de l'enseignement des faits religieux ou des questions religieuses est centrale. Mais cela doit venir après la revalorisation de l'enseignement moral et civique. Et là, bravo Monsieur Payon, vous avez là fait quelque chose de bien. Mais pourquoi dans certaines SP, y consacre-t-on 3 heures et dans d'autres 30, 50, 60 heures? Manque d'unité complètement dans les formations, c'est absolument incroyable. Dans quelques jours, j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un du cabinet. Je vais leur signaler ces types de contradictions. Enfin, est venu le temps, par conséquent, de sortir du piège giscardien, dans lequel une certaine gauche est tombée, la tête la première, et comme il y avait 3 et 4 étages dans le piège, évidemment, on a du mal à s'en sortir. Il y a 2 ans, dans un entretien entre Natacha Polony et Valéry Giscard d'Estaing a craché le morceau en disant 70-14, 14-15 même, j'ai tout fait pour qu'un nouveau mai 68 ne soit plus possible. J'ai donc décidé de faire de l'école un lieu de vie et non pas un lieu de transmission des savoirs. J'ai aussi décidé de ne pas transmettre la langue française aux populations immigrées qui, évidemment, spontanément, ont reconstitué les communautarismes dont le pouvoir colonial dans les différents pays colonisés était parfaitement satisfait. Et une thèse vient de sortir, peut-être que Sébastien va vous en parler, montrant que les salafistes y sont rentrés par la cuisine, par le biais du halal. C'est-à-dire, vous êtes maman, vous voulez la viande la plus pure, vous voulez la nourriture la plus, saine, et donc vous êtes embobiné par les apprentis sorciers du beefsteak halal. Voyez où ça va se nicher. Mais tout cela parce qu'on a empêché la diffusion de la langue française. Alors, c'est pas volontaire, on s'en fout. Volontaire ou pas volontaire, des structures, des idéologies, c'est encore plus efficace quand c'est pas conscient. 3e étage, malheureusement, la gauche en a croqué, c'est la confusion, malgré Tocqueville, entre la décentralisation et la déconcentration. Du coup, les territoires ont remplacé la République indivisible. Mais vous n'avez qu'à plus répéter les territoires, pourquoi pas les terroirs? Et là, vous êtes complètement dans le vocabulaire du Front National. Je ne sais pas s'il est implanté ici. Le dernier étage de cette problématique, c'est le financement privé de la dette publique. Alors que nous sommes sur un tas d'or qui est l'épargne publique, l'épargne du peuple, qui pourrait opportunément financer la dette d'un pays, au moins la moitié. Et là, vous pourriez ne pas être victime des agences de notation, vous savez, des A+, BB+. Ce piège giscardien a eu comme effet d'acculturer, de séparer la France de son école et de sa tradition républicaine. C'est l'honneur du CELR de mettre les pieds dans le plat et de vous inviter à vous réarmer intellectuellement pour qu'un jour, nous n'ayons pas à nous réarmer tout court. De cette thématique, nous avons parlé, Catherine Kinsler et moi, dans un dossier qui est à la disposition, dans le numéro 316 de la revue Humanisme, où nous montrons pourquoi il est essentiel, non seulement de dire qu'il faut enseigner les faits religieux, mais que maintenant, il faut en faire une priorité dans la formation des maîtres, parce que enseigner laïquement les faits religieux, c'est la seule façon de réarmer les esprits contre la superstition, dans le respect des religions, mais dans la lutte contre les superstitions. Sinon, il risque d'être trop tard. Je vous remercie infiniment.